La pluie martelait le bitume fissuré tandis que Zara courait à travers les rues étroites de Lagos. Ses pieds nus éclaboussaient l'eau boueuse. Sa robe déchirée collait à son corps maigre. Elle avait 17 ans, mais paraissait plus jeune à cause de la faim. Derrière elle, 2 policiers criaient et sifflaient. Elle avait volé du pain sur un étal du marché. Le vendeur avait hurlé et pointé du doigt. Maintenant, il la poursuivait. Son cœur battait comme des tambours dans sa poitrine. Elle tourna au coin d'une rue et se retrouva face à une impasse. De hauts murs lui barraient le passage. Les sifflets de la police se faisaient de plus en plus forts. Elle était piégée, sans aucun endroit où fuir. Zara appuya son dos contre le mur mouillé. Sa poitrine se soulevait violemment tandis qu'elle cherchait de l'air. Les bottes des policiers claquaient sur le sol humide, se rapprochant. Elle regarda autour d'elle, affolée, cherchant une issue. Il n'y en avait aucune. Puis elle vit un homme grand s'avancer vers elle depuis l'autre bout de la ruelle. Il portait un costume noir coûteux malgré la pluie. L'eau glissait sur ses larges épaules. Son visage était dissimulé dans l'ombre de la ruelle étroite. Zara prit une décision en une fraction de seconde. Elle courut droit vers lui. Son esprit désespéré élabora un plan fou qui pourrait la sauver de l'arrestation. Elle atteignit l'homme, saisit son visage à 2 mains, le tira vers elle et posa brusquement ses lèvres sur les siennes dans un baiser soudain. L'homme se figea de stupeur. Son corps se raidit. Zara garda les yeux fermés. Ses lèvres tremblaient contre les siennes. Elle entendit les policiers s'arrêter de courir. Leurs pas ralentirent. Ils regardaient maintenant. Tout son corps tremblait de peur et de froid. La pluie tombait sur eux deux. Le baiser sembla durer une éternité. Elle pria pour que cet inconnu ne la repousse pas et ne dévoile pas son stratagème désespéré aux policiers qui approchaient. L'homme ne la repoussa pas. Au contraire, ses grandes mains se posèrent sur ses épaules. Il la tenait doucement. Lorsque les policiers arrivèrent à leur hauteur, il se détacha lentement du baiser. Zara garda la tête enfouie contre sa poitrine. Elle sentit son cœur battre vite sous le tissu trempé de son costume. Un policier s'éclaircit bruyamment la gorge. L'homme tourna la tête vers eux. Sa voix était grave et calme lorsqu'il parla. Il demanda s'il y avait un problème. Les policiers se regardèrent. L'un d'eux demanda s'il avait vu une fille courir par là. Une voleuse, dirent-ils. Une criminelle dangereuse, ajoutèrent-ils. L'homme passa un bras protecteur autour de Zara. Il déclara que sa petite amie était avec lui depuis tout ce temps. Il se promenait simplement sous la pluie, expliqua-t-il. Sa voix dégageait une autorité qui fit hésiter les policiers. Zara garda son visage enfoui dans sa poitrine. Ses cheveux mouillés collaient à ses joues. Elle sentait le parfum coûteux mêlé à l'odeur de la pluie sur son costume. Les policiers les observèrent attentivement. L'un d'eux s'approcha et braqua sa lampe torche sur eux. Zara retint son souffle. Le pain volé était caché dans la poche de sa robe. S'il la fouillait, tout serait fini. Le policier demanda à l'homme ses papiers d'identité. Celui-ci glissa lentement la main dans sa veste. Il sortit un portefeuille en cuir. L'eau en dégoulinait lorsqu'il l'ouvrit. Il tendit quelque chose au policier. Zara entendit le policier halter doucement. L'autre se pencha pour regarder. Leurs visages changèrent instantanément. Ils reculèrent et redressèrent leurs uniformes. Le premier policier s'excusa abondamment. Il dit qu'il n'avait pas réalisé qui il était. Ils présentèrent leurs excuses pour le dérangement. L'homme ne dit rien. Il les fixa simplement de ses yeux froids jusqu'à ce qu'ils se retournent et s'éloignent rapidement. Zara attendit que le bruit de leurs pas disparaisse complètement. Elle ne bougea toujours pas de la poitrine de l'homme. Son bras restait autour de ses épaules. Finalement, elle trouva le courage de lever les yeux vers son visage. Il était beau d'une manière sévère. Sa mâchoire était forte, couverte d'une légère barbe. Ses yeux étaient brun foncé, presque noirs. Ils examinaient son visage sans expression. La pluie coulait sur ses joues comme des larmes, mais son visage ne montrait rien. Il semblait avoir environ 30 ans. Il y avait quelque chose de dangereux dans son immobilité, quelque chose qui effrayait Zara plus que la police. L'homme parla doucement, lui demandant ce qu'elle avait volé. La gorge de Zara était sèche malgré la pluie. Elle sortit le pain écrasé de sa poche. Il était détrempé et se désagrégeait. Elle le tenait dans ses mains tremblantes. L'homme regarda le pain, puis son visage.
Il lui demanda quand elle avait mangé pour la dernière fois. Zara ne s'en souvenait pas. 2 jours, peut-être 3. Le temps se brouillait quand on avait toujours faim. Elle murmura, 3 jours. Il observa ses bras maigres et ses joues creusées. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il retira sa veste et la posa sur ses épaules. La veste était lourde et chaude malgré l'humidité. Elle sentait des choses luxueuses que Zara n'avait jamais possédées. L'homme lui dit de le suivre. Zara hésita. Elle ne connaissait pas cet étranger. Il l'avait aidée, oui, mais que voulait-il en échange? Rien dans la vie n'était gratuit, surtout pour les filles des rues comme elle. L'homme sembla lire dans ses pensées. Il dit qu'il ne lui ferait pas de mal. Il voulait simplement lui offrir un repas. Le ventre de Zara gargouilla bruyamment à la mention de la nourriture. Elle avait tellement faim. Contre son meilleur jugement, elle hocha la tête et le suivit hors de la ruelle. Ils marchèrent sous la pluie pendant 10 minutes. L'homme ne dit pas un mot tout ce temps. Zara avait du mal à suivre ces longues foulées. Ses pieds étaient coupés et saignaient à force de courir. La veste glissait sans cesse de ses petites épaules. Enfin, ils arrivèrent devant un restaurant aux lumières vives et aux grandes fenêtres en verre. Il avait l'air cher, trop cher pour quelqu'un comme Zara. Elle s'arrêta à la porte. Elle dit à l'homme qu'elle ne pouvait pas entrer là-dedans. Les gens la fixeraient. Elle était trop sale. Il la regarda avec ses yeux sombres et illisibles. Il dit que personne ne dirait rien. Puis il ouvrit la porte et attendit. À l'intérieur, tout le monde regardait. Des gens riches, vêtus de beaux habits, levèrent les yeux de leurs assiettes. Ils virent le grand homme à la chemise mouillée et la jeune fille des rues maigres, enveloppée dans sa veste. Un serveur accourut, visiblement inquiet. Il commença à dire quelque chose, mais l'homme le fit taire d'un seul regard. La bouche du serveur se referma aussitôt. L'homme lui ordonna d'apporter de la nourriture, beaucoup de nourriture. Puis il conduisit Zara à une table dans un coin, à l'écart des regards insistants. Zara s'assit sur la chaise moelleuse. Elle n'avait jamais été assise sur quelque chose d'aussi confortable. Ses mains sales laissèrent des traces sur la nappe blanche. La nourriture arriva rapidement. Assiette après assiette couvrait la table. Du riz, du poulet, des légumes, de la soupe et du pain. Du vrai pain, pas du pain volé et détrempé. Zara fixait le tout. Les larmes lui montèrent aux yeux. L'homme lui dit de manger. Elle attrapa un morceau de poulet à main nue et y mordit. Le goût explosa dans sa bouche. Elle gémit et en prit davantage. Elle enfournait la nourriture aussi vite qu'elle pouvait mâcher. L'homme la regardait, sans rien manger lui-même. Il ne la regardait pas avec dégoût comme les autres clients. Il se contentait de l'observer avec cette même expression neutre sur son visage élégant. Zara mangea jusqu'à en avoir mal au ventre. Elle but 3 verres d'eau. Finalement, elle ralentit et regarda l'homme. Elle lui demanda pourquoi il l'aidait. Il ne répondit pas tout de suite. Il s'essuya la bouche avec une serviette, même s'il n'avait rien mangé. Puis il dit qu'il avait vu quelque chose dans son courage. Il appela cela aussi du désespoir, mais surtout du courage. Il dit que peu de gens auraient fait ce qu'elle avait fait dans cette ruelle. Embrasser un inconnu pour s'échapper. Cela montrait de la créativité, un instinct de survie. Il dit que ses qualités étaient précieuses. Zara ne comprenait pas ce qu'il voulait dire par « précieuse ». L'homme se présenta sous le nom de Danjuma. Il dit qu'il possédait plusieurs entreprises à Lagos, principalement dans l'import-export. Zara remarqua qu'il ne précisa pas ce qu'il importait ou exportait. Elle était jeune, mais pas stupide. Elle vivait dans la rue depuis 3 ans, depuis la mort de sa mère. Elle savait qu'il existait de nombreux types d'affaires à Lagos, et qu'elles n'étaient pas toutes légales. Danjuma lui demanda son nom et son âge. Elle répondit. Il lui demanda des nouvelles de sa famille. Elle dit qu'ils étaient tous morts. Son père avait disparu avant sa naissance. Sa mère était morte de maladie. Aucun frère ni sœur. Personne. Elle était seule au monde. Danjuma hocha lentement la tête, comme si cela confirmait quelque chose qu'il savait déjà. Il dit à Zara qu'il avait une proposition à lui faire. Elle pouvait venir travailler pour lui. Il lui donnerait un endroit où vivre. De la nourriture tous les jours, des vêtements propres, la sécurité. En échange, elle ferait des travaux pour lui. De petits travaux, précisa-t-il. Rien de dangereux. Le cœur de Zara se mit à battre plus vite.
Cela semblait trop beau pour être vrai. Elle lui demanda quel genre de travaux. Danjuma sourit pour la première fois. Le sourire n'atteignit pas ses yeux. Il dit qu'il s'agirait de courses et de livraison. Parfois, elle devrait parler à des gens, les convaincre de certaines choses, utiliser le courage qu'il avait vu en elle. Zara voulait poser plus de questions, mais son estomac plein la rendait somnolente. La chaleur du restaurant et la douceur de la chaise lui firent réaliser à quel point elle était épuisée. Elle n'avait pas dormi dans un vrai lit depuis la mort de sa mère. Danjuma sembla le remarquer. Il paya l'addition en espèces, avec de grosses liasses de billets sortis de son portefeuille, ce qui fit écarquiller les yeux du serveur. Puis il se leva et dit à Zara de venir. Ils sortirent, la pluie s'était enfin arrêtée. Une voiture noire attendait au bord du trottoir. Un chauffeur ouvrit la portière arrière. Zara n'était jamais montée dans une voiture auparavant. Elle entra prudemment. Les sièges étaient en cuir et sentaient le neuf. La voiture traversa Lagos tandis que la nuit tombait complètement. Zara regardait les lumières de la ville défiler derrière la vitre. Elle luttait pour garder les yeux ouverts. Danjuma était assis à côté d'elle, passant des appels téléphoniques dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Après 20 minutes, ils arrivèrent devant un immeuble résidentiel très haut. Il brillait de verre et d'acier. Un agent de sécurité ouvrit le portail. Ils entrèrent dans un parking souterrain. Danjuma conduisit Ara jusqu'à un ascenseur. Ils montèrent en silence. Ses oreilles se bouchèrent à cause de la hauteur. Ils s'arrêtèrent au 15e étage. L'appartement de Danjuma occupait tout l'étage. À l'intérieur, il y avait plus de luxe que Zara n'en avait jamais imaginé. Des sols en marbre blanc, des meubles coûteux, d'immenses fenêtres donnant sur la ville scintillante en contrebas. Danjuma lui montra une chambre. Il y avait un vrai lit avec des draps propres, une salle de bain avec de l'eau chaude. Il lui dit de se laver et de dormir. Le lendemain, il parlerait affaires. Puis il la laissa seule et ferma la porte. Zara resta debout au milieu de la chambre. Elle avait peur de toucher quoi que ce soit, peur que tout cela soit un rêve, peur de se réveiller de nouveau dans la ruelle, froide et affamée. Mais le lit était réel quand elle le toucha. Alors elle retira sa robe mouillée et sale. Elle passa 1 heure sous la douche. L'eau chaude devint brune en emportant des couches de saleté accumulées dans la rue. Elle trouva un savon qui sentait les fleurs, un shampoing qui rendit ses cheveux doux. Il y avait des serviettes propres, plus grandes que toutes les couvertures qu'elle avait possédées. Elle se sécha et trouva un peignoir accroché derrière la porte. Il était trop grand, mais doux comme un nuage. Elle s'y enveloppa et alla vers le lit. Les draps étaient frais et lisses. Elle s'allongea, son corps s'enfonça dans le matelas. En quelques secondes, elle s'endormit. Elle ne rêva pas. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait suffisamment en sécurité pour dormir profondément. Zara se réveilla avec la lumière du soleil qui entrait par les fenêtres. Pendant un instant, elle paniqua, ne sachant pas où elle se trouvait. Puis les souvenirs revinrent. La course, le baiser, Danjuma, cet appartement. Elle s'assit et vit des vêtements neufs posés sur une chaise. Un jean simple, un t-shirt, des sous-vêtements encore dans leurs emballages. Tout semblait être à sa taille. Elle s'habilla rapidement. Les vêtements lui allaient parfaitement. Elle trouva des chaussures près de la porte, également à sa pointure. Elle se demanda comment Danjuma avait su. Elle ouvrit la porte de la chambre avec prudence. L'appartement était silencieux. Elle traversa les pièces à sa recherche. Elle le trouva dans la cuisine, en train de boire du café et de lire un journal. Danjuma leva les yeux lorsqu'elle entra. Il lui souhaita bonjour et lui demanda si elle avait bien dormi. Zara hocha la tête. Elle se sentait mal à l'aise, debout dans sa cuisine. Il désigna une assiette de nourriture sur le comptoir, des œufs, du pain grillé et des fruits. Il dit que c'était pour elle. Elle s'assit et mangea pendant qu'il la regardait. Quand elle eut terminé, il expliqua enfin le travail. Il avait besoin de quelqu'un de jeune et d'apparence innocente, quelqu'un que la police ne soupçonnerait pas. Elle livrerait des colis à ses clients. De petits colis. Comme il le souligna, parfois elle transporterait aussi des messages. D'autres fois, elle devrait observer des personnes et lui rapporter ce qu'elle faisait. Rien de violent, promit-il. Zara demanda ce qu'il y avait dans les colis. Le visage de Danjuma se durcit. Il dit que cela ne la concernait pas.
Son rôle était de les livrer en toute sécurité et de garder le silence. Il la paierait bien. Très bien. Assez pour qu'elle n'ait plus jamais faim, qu'elle n'ait plus jamais à voler ni à fuir la police. Mais si elle le trahissait ou parlait de ses affaires à qui que ce soit, il y aurait des conséquences. Il ne précisa pas lesquelles. Il n'en avait pas besoin. Sa voix portait une menace suffisante. Zara comprit qu'elle faisait un pacte avec quelqu'un de dangereux. Mais quel choix avait-elle? Retourner à la rue ou avancer vers l'inconnu? Elle accepta. Danjuma sourit de nouveau de ce sourire froid. Il dit, « Bien. Nous commençons aujourd'hui. » D'abord, il devait lui apprendre quelques règles. Règle numéro 1, ne jamais ouvrir les colis. Règle numéro 2, ne jamais dire à qui que ce soit où elle vivait ni pour qui elle travaillait. Règle numéro 3, si la police l'arrêtait, elle ne savait rien. Elle n'était qu'une messagère. Règle numéro 4, toujours revenir vers lui. Pas de fuite, pas d'argent gardé, pas de ruse. Zara hocha la tête à chaque règle. Danjuma se leva et lui dit de le suivre. Il la conduisit dans une seconde chambre qu'elle n'avait pas encore vue. Cette pièce était différente. Il y avait des ordinateurs, des téléphones, des classeurs. Des cartes couvraient un mur. Danjuma sortit un petit paquet enveloppé de papier brun. Il avait la taille d'un livre, mais était plus lourd. Il le tendit à Zara. Il lui donna une adresse de l'autre côté de la ville. Il expliqua comment prendre le bus. Il lui dit de remettre le colis à un homme nommé Ferin. De récupérer 5000 néras. Puis de revenir directement. Simple. Zara prit le colis. Il était dense et solide. Elle eut envie de demander encore ce qu'il contenait, mais se souvint de la règle numéro 1. Danjuma lui donna de l'argent pour le bus et la raccompagna jusqu'à la porte. Avant qu'elle parte, il posa la main sur son épaule. Il lui rappela qu'il l'avait sauvée la veille. Elle lui devait quelque chose. Zara hocha la tête et partit rapidement. Le trajet en bus dura 1 heure. Zara regardait la gosse défiler à travers les vitres sales, les vendeurs ambulants, les embouteillages, les foules. L'adresse menait à un entrepôt près des docks. Le quartier avait l'air dangereux. Des hommes traînaient au coin des rues, la dévisageant lorsqu'elle passait. Elle trouva l'entrepôt et frappa à la porte. Un homme énorme ouvrit. Des cicatrices couvraient son visage et ses bras. Elle demanda Follerin. L'homme énorme grogna et la laissa entrer. L'entrepôt était sombre et sentait le poisson et l'huile. Follerin sortit de l'ombre. Il était maigre, avec des yeux nerveux. Il demanda si Danjuma l'avait envoyé. Elle hocha la tête et lui tendit le paquet. Follerin l'ouvrit immédiatement, brisant la règle numéro 1. À l'intérieur se trouvaient des liasses de dollars américains. Il les compta rapidement, ses doigts glissant sur les billets. Il sembla satisfait. Il sortit ensuite une liasse de néras et compta 5000. Il les donna à Zara, puis lui attrapa violemment le poignet. Il lui dit de dire à Danjuma qu'ils en auraient besoin de plus la semaine suivante, le double de la quantité. Son étreinte lui faisait mal. Zara se dégagea et dit qu'elle transmettrait le message. Elle se tourna pour partir, mais Follerin l'appela. Il dit qu'elle était jolie, trop jolie pour ce genre de travail. Il ajouta que Danjuma l'utilisait et qu'elle devait faire attention. Zara ne répondit pas. Elle sortit rapidement, le cœur battant. Dans le bus du retour, elle repensa aux paroles de Follerin. Elle n'était pas stupide. Elle savait que le paquet contenait quelque chose d'illégal. De l'argent, peut-être de la drogue, peut-être autre chose. Mais que pouvait-elle faire? Elle n'avait ni éducation, ni compétences, ni famille. Danjuma lui avait donné à manger et un toit. Elle lui devait quelque chose, comme il l'avait dit. Au moins, c'était mieux que de voler du pain et de fuir la police. Au moins, elle avait un lit pour la nuit. Elle chassa ses doutes. Quand elle arriva à l'appartement, Danjuma l'attendait. Elle lui remit l'argent. Il le compta et hocha la tête. Il dit qu'elle avait bien travaillé. Puis il lui donna 200 néras pour elle-même. 200 néras, c'était plus d'argent que Zara n'en avait jamais tenu. Elle fixa les billets dans sa main. Danjuma lui dit de se reposer. Le lendemain, il y aurait d'autres livraisons. Au cours des 3 semaines suivantes, Zara effectua 15 livraisons. Certaines étaient des paquets, d'autres de simples messages. Elle rencontra toutes sortes de personnes. Des hommes d'affaires riches en costume, des dockers rudes, des commerçants nerveux,
des femmes élégantes couvertes de bijoux coûteux. Aucun n'était quelqu'un de bien. Elle le voyait dans leurs yeux, cette même faim, ce même désir pour ce que Danjuma vendait. Chaque fois qu'elle revenait, Danjuma la payait. Chaque fois, elle se disait que c'était acceptable, que c'était de la survie. Mais les choses commencèrent à changer. Les paquets devinrent plus gros. Les destinations plus dangereuses. Une livraison l'emmena dans une boîte de nuit à 3 heures du matin, une autre dans un bureau gouvernemental en pleine journée. Elle vit des choses qu'elle n'aurait jamais voulu voir. Une fois, elle entra dans une pièce où 2 hommes battaient un troisième, du sang partout. Ils ne s'arrêtèrent pas en la voyant. Ils se contentèrent de lui montrer une table où elle devait déposer le paquet. Elle le posa et s'enfuit. Une autre fois, une femme ouvrit la porte en pleurant, avec un œil au beurre noir. La femme supplia Hara de transmettre un message à Danjuma. « S'il te plaît, plus rien, disait-elle. Je paierai tout, je te le promets. Juste encore un peu de temps. » Zara raconta à Danjuma l'histoire de la femme en pleurs. Il écouta sans la moindre expression. Puis il demanda si Zara avait livré le paquet. Elle répondit oui. Il dit « Bien ». C'était tout ce qui comptait. Les problèmes de cette femme ne concernaient pas Zara. Mais Zara n'arrivait pas à arrêter d'y penser. Cette nuit-là, allongée dans son lit confortable, elle pensa à toutes les personnes qu'elle avait vues. Toutes désespérées, toutes effrayées, toutes prises dans la toile que Danjuma avait tissée. Elle réalisa qu'elle aussi était prise au piège. Il l'avait enfermée avec de la gentillesse, de la nourriture, de l'argent et de la sécurité. Mais c'était quand même un piège, et elle ne savait pas comment s'en échapper. Un mois après sa première livraison, Zara rencontra un garçon. Il s'appelait Seko et travaillait dans un stand de nourriture près de la gare routière. Elle s'y arrêta un après-midi après une livraison. Elle était fatiguée et affamée. Seko lui servit du riz et du ragoût avec un sourire. Il avait environ 19 ans, des yeux bienveillants et un rire facile. Il lui demanda où elle allait avec autant de hâte. Zara répondit nulle part de spécial, qu'elle faisait juste des courses. Seko dit qu'elle avait l'air triste pour quelqu'un d'aussi jeune. Zara ne sut pas quoi répondre. Cela faisait longtemps que personne n'avait remarqué ses sentiments. Elle paya et partit rapidement, mais ses paroles restèrent avec elle. Elle commença à s'arrêter régulièrement à son stand. Il souriait toujours en la voyant. Il parlait de choses simples, la météo, des clients amusants, la musique qu'ils aimaient. Seko ne lui demanda jamais ce qu'elle faisait comme travail ni où elle vivait. Il semblait heureux de simplement la voir. Au bout de 2 semaines, il lui demanda si elle voulait se promener avec lui après la fin de son service. Zara savait qu'elle aurait dû refuser. Danjuma l'avait mise en garde contre les amitiés, contre le fait de laisser les gens s'approcher. Mais elle était si seule, si fatiguée de ne parler qu'à des criminels et à des gens effrayés. Elle accepta. Ils marchèrent dans un marché pendant que le soleil se couchait. Seko lui acheta de la canne à sucre et la fit rire. Ils commencèrent à se voir chaque fois que Zara pouvait s'échapper, toujours dans des lieux publics, marchés, parcs ou rues animées. Seko lui parla de sa vie. Sa famille vivait dans un village au nord. Il leur envoyait de l'argent chaque mois. Il voulait économiser assez pour ouvrir un restaurant un jour. Zara, elle, ne lui dit presque rien d'elle-même. Elle dit que sa famille était morte. Qu'elle faisait des livraisons, rien de plus. Seko n'insista jamais. Il semblait simplement heureux d'être avec elle. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, Hara ressentit quelque chose qui ressemblait au bonheur, quelque chose de léger dans sa poitrine quand elle pensait à le revoir. Mais Danjuma remarqua le changement. Un soir, il lui demanda pourquoi elle souriait autant ces derniers temps. Zara répondit qu'elle était simplement heureuse d'avoir un travail stable. Danjuma étudia son visage. Il dit qu'elle mentait. Il dit qu'il avait des gens qui la surveillaient. Il savait pour le garçon du stand de nourriture. Le sang de Zara se glaça. Danjuma s'approcha d'elle. Il dit qu'elle devait mettre fin à cette relation. Les attachements personnels étaient dangereux dans leur métier. Ils vous rendaient faible. Ils vous faisaient parler. Zara promit qu'elle n'avait rien dit à Seko. Danjuma dit qu'il la croyait, mais qu'elle devait arrêter de voir ce garçon pour la sécurité de tous, surtout pour celle du garçon. La menace était claire. Zara hocha la tête et accepta, mais intérieurement, elle bouillonnait de colère. Elle avait si peu dans sa vie. Un seul ami, une seule personne qui la faisait sourire,
et Danjuma voulait lui enlever cela aussi. Cette nuit-là, elle resta éveillée à réfléchir. Elle pensa à s'enfuir, mais où irait-elle? Danjuma avait des yeux partout. Il la retrouverait. Elle pensa à aller voir la police, mais elle était coupable elle aussi. Elle avait effectué 15 livraisons, peut-être plus. Elle avait pris son argent. Il l'arrêterait. Elle était complètement piégée, comme un oiseau dans une cage dorée. Nourrie et protégée, mais jamais libre. Elle évita Seko pendant 3 jours. Le 4e jour, il la trouva. Elle attendait à la gare routière après une livraison. Il s'approcha, l'air inquiet. Il lui demanda s'il avait fait quelque chose de mal. Zara dit non. Elle dit qu'elle était simplement occupée par le travail. Seko ne la crut pas. Il dit qu'elle avait l'air effrayée. Il demanda si quelqu'un lui faisait du mal. Zara eut envie de tout lui dire, de pleurer sur son épaule et de lui demander de l'aide. Mais la menace de Danjuma résonna dans son esprit. Elle dit que tout allait bien. Elle dit qu'elle avait juste besoin d'espace. Seko eut l'air blessé, mais hocha la tête. Il dit qu'il l'attendrait quand elle serait prête. Cette nuit-là, Danjuma donna à Zara une nouvelle mission. Celle-ci était différente, plus importante, plus dangereuse. Il dit qu'une nouvelle cargaison arrivait de l'étranger. Très précieuse. Il avait besoin de quelqu'un pour rencontrer le navire au dock à minuit, récupérer 3 gros paquets et les rapporter directement. Il la paierait 5000 Nera, plus d'argent que toutes ses livraisons précédentes réunies. Zara demanda pourquoi autant. Danjuma répondit que le risque était plus élevé. La sécurité du port était stricte ces derniers temps. La police surveillait, mais une jeune fille n'éveillerait pas les soupçons. Elle pourrait passer juste devant eux. Il rendait cela si simple, si facile. Mais l'estomac de Zara se noua de peur. Elle demanda ce qu'il y avait dans les paquets. Le visage de Danjuma s'assombrit. Il dit qu'elle posait trop de questions. Il lui rappela la règle numéro 1, ne jamais demander le contenu, juste livrer. Il se tint très près d'elle. Il dit qu'elle avait le choix, faire ce travail et être payée, ou refuser et retourner dans la rue, retourner à voler du pain, à fuir la police. Peut-être que cette fois, elle ne trouverait pas d'inconnu à embrasser pour la sauver. Peut-être que cette fois, elle finirait en prison, ou pire. Zara comprit que ce n'était pas vraiment un choix. Elle accepta de faire le travail. Danjuma sourit et lui tapota la joue comme si elle était un bon chien. Minuit arriva trop vite. Le chauffeur de Danjuma conduisit Ara jusqu'au dock. La zone était sombre, éclairée seulement par quelques projecteurs épars. D'énormes navires se dressaient comme des géants endormis. Le chauffeur désigna un quai précis. Il dit qu'un homme nommé Badli attendrait avec les colis. Il donna à Zara une lampe torche et un bout de papier avec un numéro de téléphone. Si quelque chose tournait mal, elle devait appeler ce numéro. Puis il repartit, la laissant seule. Zara marcha vers le quai. Le bruit de ses pas résonnait sur le béton. L'odeur de sel, de poisson et de diesel lui remplissait les narines. Elle aperçut une silhouette devant elle, debout près de 3 grandes caisses. Gaba était petit, trapu, avec une dent en or. Il regarda Ara et éclata de rire. Il dit que Danjuma devait être désespéré pour envoyer une enfant. Zara répondit qu'elle avait 17 ans, qu'elle n'était pas une enfant. Beige haussa les épaules et désigna les caisses. Chacune avait la taille d'une valise. Il dit qu'elle devait prendre les 3. Zara fixa les caisses. Elle pouvait à peine en soulever une. Bud rit encore et dit que c'était son problème. Lui avait fait son travail. Le reste la concernait. Il s'éloigna et disparut dans l'ombre. Zara regarda les caisses. Elles étaient lourdes quand elle essaya de les bouger. Elle pouvait les porter une par une, mais faire 3 voyages prendrait trop de temps. Elle avait besoin d'aide. Elle tenta de traîner 2 caisses à la fois. Le bruit était trop fort, le métal raclant le béton. Une voix de gardien de sécurité appela depuis quelque part à proximité. « Qui est là ?» Zara se figea. La voix se rapprochait. Un faisceau de lampes balaya le quai. Zara se laissa tomber derrière les caisses, le cœur battant à tout rompre. Les pas du gardien approchaient. Elle voyait son ombre grandir sur le sol. Il était à 3 mètres, puis à 1,50 m. Zara attrapa le papier dans sa poche. Elle chercha son téléphone en tremblant tellement qu'elle faillit le laisser tomber. La lampe du gardien passa juste au-dessus de sa cachette. Elle était prise, quand une autre voix cria soudain.
Le gardien se tourna. Quelqu'un criait qu'il y avait une effraction à l'entrepôt 7. Le gardien jura et courut vers l'autre voie. Ses pas s'éloignèrent. Zara inspira brusquement. Elle retenait sa respiration. Elle comprit que c'était une diversion. Quelqu'un l'avait aidée. Mais qui? Elle n'avait pas le temps d'y réfléchir. Elle attrapa la première caisse et se mit à marcher vite. Elle était si lourde que ses bras brûlaient. Elle atteignit le parking où le chauffeur avait dit qu'il reviendrait. Aucune voiture. Elle retourna chercher la deuxième caisse. Ses jambes tremblaient d'épuisement. Elle la traîna jusqu'au parking. Encore une. Lors du troisième voyage, elle entendit des moteurs. Des véhicules approchaient rapidement. Ce n'était pas la voiture de Danjuma. Plusieurs véhicules. Des lumières apparurent. Des gyrophares. Rouges et bleus clignotants. Tout le corps de Zara s'engourdit. La police faisait une descente sur les docks. Quelqu'un les avait dénoncés. Elle était de nouveau piégée, comme dans la ruelle 3 mois plus tôt. Mais cette fois, il n'y avait aucun étranger pour l'embrasser. Aucune fuite rapide. Elle regarda la troisième caisse sur le quai. Puis les voitures de police qui approchaient. Elle avait quelques secondes pour décider. Fuir et laisser la caisse, ou essayer de la prendre et risquer d'être arrêtée avec les trois. Son esprit s'emballa. Elle courut. Pas vers la police. Pas vers le parking. Vers l'eau. Elle laissa les 3 caisses et sprinta jusqu'au bord du quai. Derrière elle, elle entendit des portières claquer, des voix crier. Elle ne se retourna pas. Elle atteignit le bord et sauta. L'eau la frappa comme un mur, froide, noire et profonde. Elle coula. L'eau salée envahit son nez et sa bouche. Elle ne voyait rien. Elle donna de violents coups de jambe et refit surface en haletant. Des voix au-dessus d'elle sur le quai. Des lampes fouillaient l'eau. Elle prit une inspiration et replongea. Elle nagea sous le quai, s'agrippant aux poutres en bois pour avancer. Ses poumons brûlaient. Elle refit surface de l'autre côté du quai. La police était toujours sur le dock au-dessus. Elle les entendit découvrir les caisses, les radios grésiller, d'autres véhicules arriver. Elle nagea vers un groupe de bateaux de pêche à proximité. Elle se hissa sur l'un d'eux. Son corps tremblait de froid et d'adrénaline. Elle s'allongea sur le pont en haletant. L'eau coulait de ses vêtements. Son téléphone était détruit. Le papier avec le numéro d'urgence n'était plus qu'une bouillie dissoute dans sa poche. Elle était seule, trempée, gelée, et elle avait échoué au test de Danjuma. Elle avait perdu les colis. Les colis que la police avait maintenant. Les conséquences que Danjuma avait promises lui semblèrent soudain très réelles et très proches. Zara resta sur le bateau de pêche jusqu'à l'aube. Elle observa la police fouiller les docks pendant des heures. Ils ne la trouvèrent jamais. Finalement, quand le soleil se leva, elle descendit du bateau. Elle ressemblait à un rat noyé. Ses vêtements collaient à sa peau. Elle n'avait pas d'argent, pas de téléphone, aucun moyen de contacter Danjuma. Elle savait qu'elle ne pouvait pas retourner à son appartement. Il serait furieux. Il pourrait la tuer. Elle avait entendu des histoires sur ceux qui échouaient, des gens qui disparaissaient. Elle devait se cacher. Mais où? Alors elle pensa à la seule personne à Lagos qui pourrait l'aider. Seko. Elle se mit à marcher vers son stand de nourriture. Ses jambes fonctionnaient à peine. Il lui fallut 3 heures pour traverser la ville. Les gens la regardaient, cette fille trempée qui titubait dans les rues. Zara les ignora. Elle se concentra sur le fait de mettre un pied devant l'autre. Quand elle arriva enfin au stand, Sika servait le petit déjeuner aux clients. Il leva les yeux et la vit. Son visage devint livide. Il accourut et lui saisit les épaules. Il demanda ce qui s'était passé. Zara ne put pas parler. Elle secoua simplement la tête. Seko dit à son collègue de surveiller le stand. Puis il conduisit Ara dans une petite pièce derrière le marché. Elle était à peine plus grande qu'un placard, avec juste un matelas par terre et quelques cartons. Il dit que c'était là qu'il dormait. Seo fit asseoir Zara. Il lui apporta une couverture et du thé chaud. Il ne posa pas de questions. Il attendit simplement. Finalement, Ara se mit à parler. Elle lui raconta tout. Le baiser dans la ruelle, Danjuma, les livraisons, les colis au dock, la descente de police, le danger terrible dans lequel elle se trouvait maintenant. Seo écouta tout. Quand elle eut fini, son visage était grave. Il dit qu'elle devait aller voir la police, tout raconter,
obtenir une protection. Zara rit amèrement. Elle dit que la police ne la protégerait pas. Elle était coupable d'avoir fait des livraisons. Elle irait en prison. Et puis Danjuma avait des relations. Il avait sûrement des policiers à sa solde. Il lui dirait où elle se trouvait. Seo argumenta, mais Zara resta ferme. Pas de police. Seo demanda alors ce qu'elle comptait faire. Zara dit qu'elle ne savait pas. Peut-être fuir, quitter Lagos, aller dans une autre ville, recommencer à zéro. Seko resta silencieux un long moment. Puis il dit qu'elle pouvait rester ici, dans sa chambre. Il l'aiderait. Zara le fixa. Elle lui demanda pourquoi il ferait ça. Il la connaissait à peine. Seko sourit tristement. Il dit qu'il en savait assez. Il savait qu'elle était gentille. Il savait qu'elle était en danger. Il savait qu'il tenait à elle. Cela suffisait. Zara sentit les larmes lui brûler les yeux. Elle n'avait pas pleuré depuis l'enterrement de sa mère. Mais maintenant, elle ne pouvait plus s'arrêter. Elle pleura pour tout. Sa peur, sa solitude, sa vie brisée. Seko la laissa pleurer. Il lui tint la main sans rien dire. Quand elle finit par se calmer, il lui donna des vêtements secs. Les siens, trop grands, mais propres et chauds. Il lui dit de dormir. Il veillerait à la porte. Zara s'allongea sur son matelas. Malgré tout, elle se sentit en sécurité. Plus en sécurité qu'elle ne l'avait jamais été dans l'appartement luxueux de Danjuma. Parce que Seo ne demandait rien, n'attendait rien. Il l'aidait parce qu'il le voulait, pas parce qu'il la possédait. Elle ferma les yeux. Le sommeil vint vite, mais ses rêves furent sombres, remplis d'eau froide, de gyrophares, et du visage furieux de Danjuma. Elle se réveilla plusieurs fois en haletant. À chaque fois, Seko était là, assis près de la porte, veillant sur elle. 2 jours passèrent. Zara resta cachée dans la chambre de Seko. Il lui apportait de la nourriture depuis le stand. Il lui racontait ce qui se passait dehors. La descente au dock faisait la une de l'actualité. La police avait saisi les 3 colis. À l'intérieur, il y avait des armes, beaucoup d'armes, des armes illégales venues de l'étranger. Les informations disaient que c'était l'une des plus grosses saisies de ces dernières années. Il recherchait le réseau de contrebande derrière tout ça. Le nom de Danjuma n'était pas mentionné. Il était trop prudent pour ça. Mais Zara savait qu'il devait être désespéré. Il avait perdu une fortune en armes et il la tiendrait pour responsable. C'était elle qui les avait abandonnés. Il viendrait la chercher. Le 3e jour, Seko revint l'air inquiet. Il dit que 2 hommes étaient venus au marché poser des questions, demander des renseignements sur une jeune fille, demander si quelqu'un l'avait vue. Ils avaient montré une photo. Seo dit que c'était la photo de Zara. Il ne savait pas comment il l'avait obtenue. Zara se souvint que Danjuma avait pris une photo d'elle avec son téléphone. Il avait dit que c'était pour l'identification. Maintenant, il s'en servait pour la traquer. Les hommes avaient offert de l'argent en échange d'informations. Seko dit qu'il n'avait rien dit, mais que d'autres au marché pourraient parler. L'argent faisait parler les gens. Zara devait partir cette nuit, avant que quelqu'un ne la trahisse. Mais où pouvait-elle aller? Elle n'avait pas d'argent, pas de papier d'identité. Seko dit qu'il y avait réfléchi. Le village de sa famille était au nord, petit et isolé. Danjuma ne chercherait jamais là-bas. Elle pourrait s'y cacher quelque temps, jusqu'à ce que les choses se calment. Seko l'y emmènerait. Il partirait ce soir. Zara demanda ce qu'il en était de son travail, de son stand, de son rêve d'ouvrir un restaurant. Seko dit que tout cela pouvait attendre. Pour l'instant, elle avait besoin d'aide. C'était plus important. Zara protesta, mais Seko était décidé. Il commença à rassembler ses quelques affaires. Il compta ses économies. Assez pour 2 billets de bus et un peu de nourriture. Il partirait à minuit, quand le marché serait calme. Minuit arriva. Seko et Zara se faufilèrent dans le marché endormi. Ils atteignirent la gare routière sans problème. Elle était presque vide. Quelques ivrognes dormaient sur les bancs. Un guichetier à moitié endormi à sa fenêtre. Seko acheta 2 billets pour une ville appelée Rema. Le bus partirait à 1h du matin. Ils s'assirent sur un banc dans l'ombre et attendirent. Les nerfs de Zara étaient à vif. Chaque bruit la faisait sursauter. Chaque personne qui passait pouvait être un des hommes de Danjuma. Elle gardait la tête baissée. Seko lui tenait la main. Il disait que tout irait bien. Dans quelques heures,
Il serait loin. Il serait en sécurité. Le bus arriva, vieux, rouillé, crachant une fumée noire. Mais c'était un moyen de fuite. Ils montèrent à bord. Les sièges étaient déchirés et inconfortables. Le bus sentait la sueur et le diesel. Mais Zara s'en moquait. Elle appuya son visage contre la vitre et regarda la gosse disparaître derrière eux. Toutes les lumières, le bruit et le danger s'évanouirent dans l'obscurité. Seko somnolait à côté d'elle, la tête posée sur son épaule. Zara resta éveillée. Elle ne faisait pas confiance au sommeil. Elle surveillait la route, guettait d'éventuelles voitures qui les suivraient. Mais la route était vide. Juste l'obscurité, et parfois, la lumière d'un village. Peut-être avait-il vraiment réussi à s'échapper. Peut-être que Danjuma ne les trouverait pas. Peut-être qu'elle pourrait enfin être libre. Ils atteignirent Réma 12 heures plus tard. Le bus s'arrêta en cahotant sur une place poussiéreuse. Zara descendit, raide et épuisée. Le soleil était brutal après la fraîcheur du matin. Réma ne ressemblait en rien à la gosse. Pas de grands immeubles ni de foule, seulement de petites maisons en terre et des routes de poussière. Des poules grattaient le sol. Des vieillards discutaient à l'ombre. Des enfants couraient pieds nus en tapant dans un ballon dégonflé. Seo guida Ara à travers la ville. Les gens le saluaient chaleureusement. Il était parti depuis 1 an, mais on se souvenait de lui. Il présenta Ara comme son ami. Personne ne posa de questions. Dans les petites villes, on s'occupait de ses affaires. La vie privée était respectée. La maison familiale de Seko se trouvait à la lisière de la ville. Un simple enclos avec 3 petits bâtiments autour d'une cour centrale. Sa mère sortit en entendant des voix. C'était une femme ronde au visage doux, les cheveux enveloppés dans un tissu coloré. Elle cria de joie en voyant Seko. Elle le serra contre elle et l'embrassa sur le visage. Puis elle vit Zara. Seko expliqua dans leur langue. Zara ne comprenait pas les mots, mais elle comprenait le ton. Il demandait à sa mère de les aider, de les abriter. Sa mère regarda Ara longuement. Puis elle hocha la tête et sourit. Elle prit la main de Zara et la conduisit à l'intérieur en lui parlant doucement. Zara ne comprenait pas, mais elle se sentit accueillie. La famille les nourrit. Une nourriture simple, mais délicieuse, igname et ragoût de légumes, pain frais, eau froide tirée du puits. Les jeunes frères et sœurs de Seo se pressèrent autour d'eux en posant des questions. Où était-il allé? Pourquoi revenait-il? Qui était la fille? Seko détourna les questions avec des plaisanteries et des histoires. Sa mère observait tout. Elle était intelligente, Zara le sentait. Elle savait qu'il fuyait quelque chose, mais elle ne demanda rien. Elle s'assura seulement qu'ils aient à manger et un endroit où dormir. Cette nuit-là, Ara dormit dans la maison des femmes avec les sœurs de Seko. Elle gloussait et chuchotait à propos de l'étrangère, mais elles étaient gentilles. Zara ressentit quelque chose qu'elle avait presque oublié, la famille. Une semaine passa paisiblement. Zara aidait aux tâches, allait chercher de l'eau, moudre le maïs, balayer. Un travail simple, mais satisfaisant. Personne ne la traitait comme une criminelle ou comme un outil. Juste comme une personne de plus, une bouche à nourrir, une paire de mains pour aider. Seko travaillait dans les champs de son père. Le soir, il s'asseyait dans la cour et parlait. Les étoiles étaient si brillantes ici, rien à voir avec Lagos où la pollution lumineuse les effaçait. Zara se sentait se détendre, la tension quittant ses épaules, la peur s'estompant. Peut-être que ce pourrait être sa vie désormais, simple, calme et sûre. Peut-être que Danjuma ne la retrouverait jamais. Peut-être qu'elle pourrait vraiment recommencer ici. Mais le 8e jour, un camion arriva. Chose inhabituelle pour cette petite ville. Les camions signifiaient des visiteurs de la ville. Souvent de mauvaises nouvelles. La mère de Seko alla voir qui c'était. Elle revint l'air inquiet. Elle dit à Seko que 2 hommes posaient des questions sur lui sur la place du village. Des hommes de la ville, bien habillés, demandant si quelqu'un avait vu Seko arriver avec une jeune fille, offrant de l'argent pour des informations. Le visage de Seko devint pâle. Il attrapa la main de Zara. Il dit qu'il devait partir immédiatement. Il ne pouvait pas rester ici. Ils apporteraient le danger à sa famille. Sa mère protesta, mais Seko resta ferme. Il devait protéger la famille. Lui et Zara allaient encore fuir. Ils rassemblèrent leurs quelques affaires. La mère de Seko leur donna de la nourriture enveloppée dans un tissu.
Elle leur donna le peu d'argent qu'elle avait économisé. Elle serra Hara fort dans ses bras et lui murmura quelque chose. Seo traduisit. Ma mère dit d'être forte, de survivre, que Dieu protège les innocents. Zara voulut dire qu'elle n'était pas innocente, mais il n'y avait pas le temps. Les hommes arriveraient bientôt à la maison. Seo fit sortir Zara par l'arrière de l'enclos. Ils coururent dans la brousse. Les épines déchiraient leurs vêtements. Le soleil frappait sans pitié. Ils entendaient des voix derrière eux qui criaient. Les hommes avaient atteint la maison. Ils fouillaient. Ils étaient proches. Seko et Zara coururent pendant 1 heure, profondément dans la brousse, là où il n'y avait pas de sentier, seulement des buissons, des rochers et parfois un baobab. Finalement, ils s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle. Zara demanda comment les hommes les avaient trouvés si vite. Seko dit que Danjuma devait avoir des yeux partout. Des contacts dans chaque ville. Il avait sous-estimé à quel point Danjuma la voulait. Ou peut-être que ce n'était plus à propos d'elle. Peut-être que c'était une question de principe. Elle lui avait fait perdre une fortune, l'avait fait paraître faible. Il devait faire un exemple, montrer ce qui arrivait à ceux qui échouaient. Zara se sentit mal. Elle avait apporté ce danger à Seko. À sa famille. Elle n'aurait jamais dû l'impliquer. Elle dit à Seko qu'il devait rentrer. La laisser seule. Elle fuirait par elle-même. Il serait en sécurité. Seko refusa. Il dit qu'ils étaient dans le même bateau désormais. Et puis, où irait-elle seule? Elle n'avait ni argent, ni nourriture, ni connaissance de cette région. Elle mourrait dans la brousse. Lui avait un plan. Il existait une mission chrétienne à environ 20 miles au nord, dirigée par des prêtres étrangers. Ils aidaient les réfugiés et les personnes en difficulté. Ils ne les rejetteraient pas. Les hommes de Danjuma ne chercheraient pas là-bas. Les lieux religieux étaient généralement sûrs. C'était leur meilleure chance. Ils commencèrent à marcher vers le nord en se guidant au soleil. Parcourir 20 miles à travers la brousse fut brutal. Ils avaient peu d'eau. La nourriture s'épuisa dès le premier jour. Le soleil leur brûlait la peau. La nuit, il faisait froid. Ils se serraient l'un contre l'autre pour se réchauffer. Des animaux sauvages hurlaient dans l'obscurité. Zara était terrorisée, mais Seko restait calme. Il lui racontait des histoires pour la distraire. Des histoires de son enfance. Des histoires drôles sur ses frères, des histoires tendres sur sa grand-mère. Il la faisait rire malgré tout. Malgré la douleur dans ses pieds et la faim dans son ventre, elle réalisa qu'elle l'aimait. Ce garçon qui avait tout abandonné pour l'aider, qui ne demandait rien en retour. Elle l'aimait complètement. Le 3e jour, ils aperçurent la mission. Un groupe de bâtiments blancs avec une croix au sommet du plus haut. Ils titubèrent vers elle, à peine capables de marcher. Un prêtre blanc les accueillit au portail. Il était vieux, avec une barbe grise et des yeux bienveillants. Il leur jeta un seul regard et appela de l'aide. D'autres prêtres accoururent. Ils apportèrent de l'eau et de la nourriture. Ils aidèrent Seko et Zara à entrer. Ils ne posèrent aucune question, offrant simplement des soins. Une infirmière nettoya leurs blessures, leur donna de la soupe, des vêtements propres et des lits dans le dortoir de la mission. Zara pleura encore, mais cette fois de soulagement. Ils avaient réussi. Ils étaient en sécurité, au moins pour le moment. Le vieux prêtre leur rendit visite ce soir-là. Il se présenta comme le père Msekinda. Il dit qu'ils étaient les bienvenus aussi longtemps que nécessaire. La mission était un sanctuaire. Elle aidait les personnes fuyant la violence, la pauvreté, la persécution. On n'y demandait ni nom ni papier. La seule exigence était l'honnêteté. Si Seko et Zara fuyaient quelque chose, ils devaient le dire afin que la mission puisse mieux les protéger. Seko regarda Hara. Elle hocha la tête. Alors Seko raconta tout au père Msekinda. Danjuma, les livraisons, les armes, les hommes qui les pourchassaient. Le père Msekinda écouta sans interrompre. Quand Seko eut fini, le prêtre resta silencieux un long moment. Finalement, il parla. Il dit qu'ils étaient en grave danger. Des hommes comme Danjuma ne pardonnaient pas, n'oubliaient pas. La mission pouvait les abriter temporairement, mais pas pour toujours. L'influence de Danjuma était vaste. Un jour ou l'autre, ils penseraient à fouiller les lieux religieux. Ils avaient peut-être quelques semaines, peut-être moins. Pendant ce temps, ils devaient élaborer un vrai plan, une véritable fuite.
Le père Msekinda dit qu'il les aiderait. Il avait des contacts, des personnes capables de faire passer des réfugiés à travers les frontières. Ce serait risqué et coûteux, mais possible. Il se renseignerait. En attendant, Seo et Zara devaient se reposer et reprendre des forces. Ils en auraient besoin pour la suite. Les jours passèrent et devinrent une semaine. La mission était paisible. Zara et Seo travaillaient dans les jardins, aidaient à préparer les repas, assistaient aux prières du soir. Même si Zara ne croyait pas vraiment, cela lui faisait du bien de faire partie d'une communauté, d'avoir un but autre que la simple survie. Les autres réfugiés étaient gentils. Tous avaient leurs propres histoires de fuite, leurs propres traumatismes, mais ici ils trouvaient une paix temporaire. Le père Msekinda travaillait discrètement, passant des appels, écrivant des lettres. Il dit à Zara qu'il préparait quelque chose qui les emmènerait très loin, hors du Nigeria. Elle devait être patiente et lui faire confiance. Zara dit qu'elle lui faisait confiance. Elle n'avait pas d'autre choix. Mais la paix ne dure jamais. Le 9e jour, un jeune garçon du village voisin arriva en courant. Il dit que 3 camions étaient arrivés en ville. Des hommes de la ville, armés. Ils fouillaient chaque maison, demandaient des renseignements sur 2 jeunes gens, un garçon et une fille. Ils étaient brutaux, cassaient des objets, terrorisaient les habitants. Ils atteindraient bientôt la mission. Le visage du père Msekinda s'assombrit. Il dit à tout le monde de se préparer, cacher les réfugiés dans le sous-sol de la chapelle, verrouiller les portes, agir normalement. Puis il demanda à Zara et Seko de le suivre. Il les conduisit dans une réserve à l'arrière. Derrière des étagères se trouvait une porte dissimulée, menant à un tunnel. Il dit qu'il conduisait à un réseau de grottes dans les collines, une voie de fuite datant de l'époque où la mission faisait face à des persécutions. Le père Msekinda leur donna des provisions, des gourdes d'eau, de la nourriture séchée, une lampe torche. Il leur dit de suivre le tunnel jusqu'aux grottes, d'y attendre la nuit, puis de se diriger vers l'ouest en direction de la frontière. Il leur donna une adresse dans le pays voisin, une maison sûre où des gens les aideraient à poursuivre leur voyage. Il glissa de l'argent dans les mains de Seko. Plus d'argent qu'il n'en avait jamais tenu. Il leur dit de l'utiliser sagement pour survivre, pour trouver la paix. Zara essaya de le remercier, mais il secoua la tête. Il dit de le remercier en vivant, en construisant de bonnes vies, en aidant les autres un jour. Puis il les poussa dans le tunnel et referma la porte. Ils l'entendirent remettre les étagères en place. Ils étaient seuls dans l'obscurité. Le tunnel était étroit et humide. De l'eau gouttait du plafond. L'air sentait la terre et la décomposition. La batterie de la lampe était faible, projetant une lueur jaune à peine suffisante pour voir. Ils avançaient courbés, parfois à 4 pattes quand le plafond devenait trop bas. Le temps perdit toute signification dans l'obscurité. Ils marchèrent peut-être 1 heure, peut-être 5. Zara ne savait pas. Son dos hurlait de douleur. Ses genoux saignaient à force de ramper sur les rochers. Mais elle ne se plaignait pas. Derrière eux, quelque part, il y avait des hommes armés. Des hommes qui voulaient sa mort. Elle ramperait éternellement si cela signifiait s'échapper. Enfin, ils virent de la lumière devant eux. La sortie du tunnel. Ils débouchèrent dans un réseau de grottes. D'immenses cavernes avec des stalactites pendantes comme des dents. La lumière filtrait à travers des fissures dans le plafond rocheux. C'était la fin de l'après-midi. À en juger par l'angle du soleil, ils trouvèrent un coin caché derrière une formation rocheuse et s'effondrèrent. Chaque muscle leur faisait mal. Ils mangèrent un peu, burent de l'eau, tentèrent de se reposer. Mais Zara ne parvenait pas à dormir. Elle pensait au père Msekinda, aux autres réfugiés. Étaient-ils en sécurité? Les hommes armés avaient-ils trouvé le tunnel? Elle pria silencieusement pour que tout le monde aille bien, pour que les hommes de Danjuma soient repartis sans faire de mal à personne, pour que leur fuite n'ait pas causé davantage de souffrance à des innocents. Quand la nuit tomba, ils quittèrent les grottes. Les collines étaient abruptes et rocheuses. Ils grimpaient prudemment dans l'obscurité. La lune n'était qu'un mince croissant, offrant à peine de la lumière. Ils avançaient au toucher et à l'instinct. Plusieurs fois, ils faillirent tomber. Une fois, Zara glissa et dévala une pente d'environ 6 mètres. Elle se rattrapa à un buisson. Les épines lui entaillèrent les mains et les bras, mais elle se hissa de nouveau. Ils continuèrent vers l'ouest, toujours vers l'ouest, en direction de la frontière mentionnée par le père Msekinda,
vers une sécurité qui semblait incroyablement lointaine, vers un avenir qui n'existait peut-être même pas. Mais ils avançaient, car s'arrêter signifiait mourir. Abandonner, c'était perdre. Ils ne donneraient pas cette satisfaction à Danjuma. À l'aube, ils avaient parcouru peut-être 10 miles. Pas assez. Loin de là. Mais ils devaient se reposer. Ils trouvèrent un groupe de rochers formant un abri naturel. Ils s'y glissèrent et dormirent d'un sommeil agité. Le soleil se leva et la chaleur devint insupportable. Ils n'avaient plus d'eau à la mi-journée. Les lèvres de Zara se fendirent et saignèrent. Sa langue lui semblait gonflée. Seko essayait de rester positif, mais elle voyait son inquiétude. Ils avaient besoin d'eau, ou ils mouraient là-bas. Pas besoin de balles, seulement la soif, la chaleur et la désolation. Ils attendirent le soir, attendant que la température baisse. Zara sombrait et revenait à la conscience. Elle rêvait de sa mère, du baiser dans la ruelle, des yeux froids de Danjuma. Tout se mêlait en un cauchemar. Le soir arriva, et ils se forcèrent à reprendre la route. Ils trébuchaient plus qu'ils ne marchaient désormais. Seko soutenait Hara lorsque ses jambes lâchaient. Elle faisait de même pour lui. Ils n'étaient presque plus humains. Juste deux créatures guidées par un pur instinct de survie. Puis ils virent quelque chose. Un village au loin. Des lumières scintillantes. Le plus beau spectacle que Zara ait jamais vu. Ils titubèrent dans sa direction. Il leur fallut encore 1 heure pour l'atteindre. Des gens sortirent à leur rencontre. Les villageois semblaient choqués par leur état. 2 jeunes au bord de la mort, victimes de l'exposition au froid. Ils apportèrent de l'eau, de la nourriture. Ils ne posèrent aucune question, ils aidèrent simplement. Une hospitalité rurale, celle qui sauve des vies. On leur donna une hutte pour la nuit, en leur disant de se reposer. Le matin, ils pourraient expliquer qui ils étaient et où ils allaient. Zara se réveilla au son de voix qui se disputaient dehors. Elle se redressa. La lumière de l'aube filtrait à travers les fissures des murs de la hutte. Seko dormait encore à côté d'elle. Les voix devinrent plus fortes. Elle en reconnut une. Son sang se glaça. Danjuma. Il était ici, dans ce village. Elle secoua Seko pour le réveiller. Il entendit aussi les voix. Ils se regardèrent, horrifiés. Comment les avait-il retrouvés? Comment cela était-il possible? Ils écoutèrent à travers le mur. Danjuma parlait au chef du village. Il disait qu'il cherchait sa sœur. Qu'elle avait fugué. Qu'il s'inquiétait pour elle. Il décrivit Hara parfaitement. Le chef hésita. Il dit qu'il n'avait vu personne. Danjuma proposa de l'argent. Beaucoup d'argent. Le chef se tut. Zara comprit ce qui se passait. L'argent parlait, surtout dans les villages pauvres. Le chef allait dire à Danjuma où il se trouvait. Elle et Seko n'avaient que quelques minutes, au mieux. Elle attrapa la main de Seko. Ils se glissèrent à l'arrière de la hutte. Il y avait un petit espace entre les murs tressés. Ils s'y faufilèrent. Dehors, ils virent la place du village. Danjuma se tenait avec 4 hommes, tous armés, tous scrutant les alentours. Le chef parlait, désignant la hutte où Zara et Seko avaient dormi. Danjuma sourit, ce sourire froid et terrible. Il commença à marcher vers la hutte. Ses hommes le suivirent, armes prêtes. Zara et Seko se mirent à courir de nouveau. Toujours en fuite, toujours un pas devant la mort. Ils s'enfoncèrent dans la brousse au-delà du village. Derrière eux, des cris. Des coups de feu retentirent. Les balles sifflaient à travers les feuilles. L'une passa si près de la tête de Zara qu'elle en sentit le souffle. Ils coururent plus vite. La terreur put ralimenter leurs jambes. La brousse déboucha sur un lit de rivière. Asséché à cette période de l'année. Juste des rochers et du sable. Ils glissèrent le long de la berge abrupte et se mirent à courir dans le lit de la rivière. Cela leur offrait un abri, mais les piégeait aussi. De hautes berges de chaque côté. Si les hommes de Danjuma atteignaient les extrémités, ils seraient pris comme des animaux. Ils devaient remonter. Mais les berges étaient abruptes et friables. Ils coururent en cherchant une issue. Seko aperçut un arbre tombé qui faisait pont au-dessus du lit de la rivière, ses racines encore accrochées au sommet de la berge. Il hissa Zara. Elle grimpa le long des racines comme sur une échelle. De la terre et des pierres lui tombèrent au visage. Ses mains glissèrent. Elle faillit tomber, mais atteignit le sommet. Elle se pencha pour Seko.
Il sauta et agrippa ses mains. Elle tira de toutes ses forces. Il était plus lourd qu'elle. Beaucoup plus lourd. Ses bras tremblaient. Sa prise commença à céder. Derrière Seko, dans le lit de la rivière, des hommes apparurent. Les hommes de Danjuma. Ils virent Seko suspendu là. Ils levèrent leurs armes. Zara cria et tira plus fort. Les pieds de Seko grattaient la berge. Il était presque en haut. Un coup de feu partit. La balle frappa Seko à la jambe. Il cria de douleur, mais ne lâcha pas. Zara tira avec une force qu'elle ne se connaissait pas. Adrénaline et désespoir. Elle réussit à le faire basculer par-dessus le bord. Ils roulèrent loin de la berge. Un autre tir retentit, mais manqua sa cible. Ils se relevèrent et coururent. Seko boitait lourdement. Le sang coulait de sa jambe, mais il courait quand même. Ils traversèrent la brousse sans direction. Juste fuir. Loin des armes. Loin de Danjuma. Loin de la mort. Derrière eux, les hommes escaladaient la berge. Mais Zara et Seko avaient une avance. Ils l'exploitèrent. Ils coururent jusqu'à ce que Seko ne puisse plus continuer. Jusqu'à ce qu'il s'effondre dans la poussière, haletant. Zara s'agenouilla près de lui. Sa jambe était gravement touchée. La balle avait traversé son mollet. Du sang partout. Elle déchira sa chemise en bande et serra la blessure. Le visage de Seko était gris de douleur. Il lui dit de partir. De le laisser. Elle irait plus vite seule. Elle pourrait s'échapper. Mais Zara refusa. Elle dit qu'elle ne l'abandonnerait jamais. Il l'avait sauvée, était resté avec elle, avait tout sacrifié. Elle ne le laisserait pas maintenant. Elle préférait mourir à ses côtés. Seko tenta d'argumenter, mais il n'avait plus de force. Zara passa son bras autour de ses épaules et l'aida à se relever. Ils repartirent. Plus lentement maintenant. Beaucoup plus lentement. Mais ils avançaient encore. Ils luttaient encore. Refusaient encore d'abandonner. Ils trouvèrent un affleurement rocheux avec une petite grotte en dessous. Ils rampèrent à l'intérieur. C'était à peine assez grand pour eux deux, mais c'était un abri caché. Zara installa Seko au fond. Elle s'assit à l'entrée pour monter la garde. La brousse était silencieuse, à part les chants d'oiseaux et les insectes. Pas de voix. Pas de pas. Peut-être avait-il semé les hommes. La respiration de Seko était difficile. Sa peau brûlait. La fièvre commençait. La blessure s'infectait. Il avait besoin de vrais soins médicaux, mais il n'y en avait pas. Zara utilisa le reste de leur eau pour nettoyer la plaie encore une fois. Elle pria un Dieu auquel elle ne croyait pas. Pour un miracle. Pour de la pitié. Pour n'importe quoi. La nuit tomba, la température chuta. Seko frissonnait malgré la fièvre. Zara le serra contre elle, essayant de partager sa chaleur. Elle lui murmura qu'ils survivraient. Qu'ils atteindraient la frontière, la maison sûre. Qu'ils commenceraient une nouvelle vie. Peut-être dans un autre pays. Peut-être seraient-ils heureux. Seko sourit faiblement. Il dit qu'il était déjà heureux. Il l'avait, elle. Cela suffisait. Quoi qu'il arrive maintenant, il n'avait aucun regret. Il avait fait ce qu'il fallait. Aider quelqu'un qui en avait besoin. Aimer quelqu'un qui en valait la peine. Zara embrassa son front. Elle lui dit qu'elle l'aimait. La première fois qu'elle le disait à voix haute. Le sourire de Seko s'élargit. Il dit qu'il l'aimait aussi. Le matin arriva, gris et froid. La fièvre de Seko avait empiré pendant la nuit. Il allait et venait entre conscience et inconscience. Zara savait qu'il mourrait sans médicaments, sans médecin. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Elle prit une décision. Elle irait chercher de l'aide. Elle le laisserait caché ici et chercherait quelqu'un qui pourrait le sauver. Elle expliqua son plan à Seko. Il était trop faible pour protester. Elle serra sa main et lui promit de revenir. Puis elle sortit de la grotte. Elle grava l'endroit dans sa mémoire. Les arbres. Les rochers. Elle ne devait pas se perdre. Elle ne devait pas échouer. Elle marcha pendant 2 heures. Le paysage était vide, juste une brousse et des rochers à perte de vue. Puis elle vit de la fumée s'élever au loin. Un feu. Des gens. Elle courut vers lui. Ses jambes brûlaient d'épuisement, mais elle continua. Elle atteignit une petite clairière. Un groupe de pasteurs nomades avait installé un camp. Des hommes, des femmes, des enfants. Du bétail broutait à proximité.
Ils levèrent les yeux, surpris, lorsque Zara surgit dans leur camp. Elle devait avoir l'air terrifiante. Le regard sauvage, les vêtements ensanglantés, couvertes de poussière. Elle tomba à genoux. Elle les supplia en phrases hachées. Son ami mourait. Touché par balle. Il avait besoin d'aide. S'il vous plaît. Les pasteurs se regardèrent, hésitants. Une vieille femme s'avança. Elle portait des couches de tissu coloré et des bijoux de perles. Son visage était profondément marqué par le temps, mais son regard était vif. Elle posa des questions dans une langue que Zara comprenait à peine. Où était cet ami? Qui lui avait tiré dessus? Pourquoi fuyait-il? Zara répondit du mieux qu'elle put. La vieille femme écouta. Puis elle hocha la tête. Elle donna des ordres. 2 jeunes hommes s'avancèrent. Ils prirent des provisions, des médicaments, des bandages, de l'eau. La vieille femme dit à Zara de les guider. Ils allaient aider. Zara eut envie de pleurer de soulagement, mais il n'y avait pas de temps à perdre. Elle se retourna et repartit vers la grotte. Les 2 hommes la suivirent, forts et rapides. Ils se déplaçaient dans la brousse comme chez eux. Ils atteignirent la grotte. Seko était à peine conscient. Les 2 hommes le sortirent doucement. Ils examinèrent sa blessure et se parlèrent dans leur langue. L'un d'eux sortit un couteau. Zara paniqua, mais la vieille femme, qui les avait rejoints, posa une main sur son épaule. Elle lui expliqua qu'il devait retirer la balle et nettoyer correctement la plaie. Ce serait douloureux, mais cela lui sauverait la vie. Zara acquiesça. Elle prit la main de Seko. Les hommes travaillèrent rapidement. Seko cria lorsqu'ils retirèrent la balle, puis il s'évanouit sous la douleur. Ils nettoyèrent la blessure avec quelque chose qui sentait fort, médicinal, l'enveloppèrent dans un tissu propre et lui donnèrent de l'eau mélangée à des herbes. Ils dirent qu'il vivrait. Il avait besoin de repos, mais il survivrait. Les pasteurs portèrent Seko jusqu'à leur camp. Ils offrirent à Zara et à lui une tente, les nourrirent et prirent soin d'eux. Pendant 3 jours, Seko dormit et guérit. Zara resta à ses côtés. Elle demanda à la vieille femme pourquoi il les aidait alors qu'il ne les connaissait pas. La vieille femme répondit que les étrangers étaient simplement des amis que l'on n'avait pas encore rencontrés. De plus, elle reconnaissait le regard de ceux qui fuient le mal. Elle l'avait vu de nombreuses fois. Son peuple avait autrefois été persécuté, chassé de ses terres. Il savait ce que signifiait avoir besoin d'aide, avoir besoin d'un refuge. Alors il l'offrait librement. Sans question, sans paiement, seulement par bonté humaine. Zara se sentit humble, presque honteuse d'avoir eu si peu de foi en les gens. Le 4e jour, Seko pouvait marcher lentement, mais il marchait. La vieille femme appela Zara dans sa tente. Elle lui dit que des éclaireurs avaient signalé des hommes qui fouillaient la région. Des hommes de la ville, armés, demandant des informations sur un garçon et une fille. Les pasteurs allaient bientôt partir, migrer vers le nord avec leur bétail. Zara et Seko étaient invités à les accompagner. La sécurité venait du nombre. Les hommes armés n'attaqueraient pas toute une tribu, cela attirerait trop l'attention. Zara accepta avec reconnaissance. Ce soir-là, tout le camp se mit à plier bagages. Les tentes furent démontées. Les provisions chargées sur des ânes. Les enfants rassemblèrent le bétail. En 2 heures, ils étaient en route. Un fleuve de personnes et d'animaux avançant vers le nord à travers la nature sauvage. Zara et Seko marchaient au milieu, protégés, cachés, en sécurité. Ils voyagèrent avec les pasteurs pendant 2 semaines. Lentement, mais sûrement. Les pasteurs connaissaient chaque point d'eau, chaque chemin sûr. Ils traversèrent des terres que Zara n'aurait jamais imaginées. De vastes plaines où l'on pouvait voir à des kilomètres, des collines rocheuses touchant les nuages, des forêts si épaisses que le soleil y pénétrait à peine. Chaque nuit, ils campaient. Chaque matin, ils repartaient. Seko reprit des forces. Sa jambe guérit. Lui et Zara aidaient aux tâches, gardaient le bétail, ramassaient du bois, préparaient les repas. Ils gagnaient ainsi leur place. Les pasteurs leur enseignèrent des techniques de survie. Comment trouver de l'eau, quelles plantes étaient comestibles, comment s'orienter grâce aux étoiles. Un savoir qui pourrait un jour leur sauver la vie. Finalement, ils atteignirent la région frontalière. La vieille femme montra des montagnes lointaines. Au-delà se trouvait le pays voisin. La maison sur dont le père Msekinda avait parlé. Elle expliqua que les pasteurs ne pouvaient pas les accompagner plus loin. Leur route migratoire tournait vers l'est à cet endroit.
Mais elle avait tout prévu. Un commerçant qu'elle connaissait traversait régulièrement la frontière. Il emmènerait Ara et Seko avec lui, les cacherait parmi ses marchandises et les ferait passer en toute sécurité. Il lui devait une faveur. Elle allait la réclamer. Zara serra la vieille femme dans ses bras et la remercia pour tout. La femme lui tapota la joue et lui dit de se souvenir de cette bonté. De la transmettre un jour. D'aider quelqu'un d'autre quand il serait désespéré et en fuite. Zara promit. Elle le pensait de tout son cœur. Le commerçant arriva le lendemain. Un homme jovial, au ventre énorme et au rire sonore. Son camion était chargé de marchandises, textiles, outils, nourriture. Il aménagea une cache pour Zara et Seko parmi le chargement. C'était étroit et sombre, mais sûr. Il leur dit de rester silencieux quoi qu'il arrive. Les gardes-frontières fouillaient parfois les camions. S'ils étaient découverts, ils prétendraient ne rien savoir, dire qu'il ignorait leur présence. C'était le mieux qu'ils pouvaient offrir. Zara et Seko se glissèrent dans la cache. Le commerçant les recouvrit de couvertures et de cartons. Le camion démarra. Ils sentirent les secousses de la route cahoteuse, en direction de la frontière, vers la liberté, vers une nouvelle vie qu'aucun des deux n'arrivait vraiment à imaginer. Le passage de la frontière dura 3 heures. Le camion s'arrêta. Zara entendit des voix, des gardes posant des questions, le commerçant répondant avec aisance, plaisantant, riant, faisant rire les gardes aussi. Des pas autour du camion, des objets déplacés. Zara retint son souffle. Seko serra sa main dans l'obscurité. D'autres voix, puis le bruit de tampons apposés sur des papiers. Le commerçant remercia les gardes. Le camion redémarra. Ils avançaient. 5 minutes passèrent. 10 enfin, le camion s'arrêta. Le commerçant écarta les cartons et les couvertures. Il leur sourit largement. « Bienvenue dans votre nouveau pays, » dit-il. « Vous avez réussi. Vous êtes en sécurité maintenant. » Zara et Seko sortirent à la lumière éclatante du soleil. Ils avaient franchi la frontière. Ils avaient fui le Nigeria, fui Danjuma. Ils avaient survécu. Le commerçant les conduisit à l'adresse que le père Msekinda avait donnée, une petite maison dans une ville frontalière. Il les déposa avec un signe de la main et une bénédiction. Ils frappèrent à la porte. Une femme d'âge mûr ouvrit. Elle les regarda avec compréhension. Elle dit que le père Msekinda avait appelé et qu'elle les attendait. Elle les fit entrer. La maison était simple mais propre. Elle leur donna à manger et leur montra une chambre. 2 lits, des draps propres, une fenêtre avec des rideaux. Elle leur dit qu'ils pouvaient rester aussi longtemps que nécessaire. C'était une maison refuge pour les réfugiés. Les gens y passaient constamment. Certains restaient quelques jours, d'autres plusieurs mois. Tous étaient les bienvenus. Tous étaient protégés. Zara s'assit sur le lit et sentit quelque chose se briser en elle. Le soulagement. La sécurité. La paix. Elle pleura. Seko s'assit à côté d'elle et pleura aussi. Ils avaient réussi. Ils y étaient vraiment arrivés. Les jours devinrent des semaines dans la maison refuge. La femme, qui s'appelait Nan, les aida à obtenir des papiers d'identité, le statut de réfugié, des documents légaux prouvant leur existence et leur donnant des droits. Elle les mit en relation avec des organisations humanitaires. Ils reçurent de petites allocations, suffisantes pour vivre. Nan les aida aussi à trouver du travail. Il y avait une usine textile en ville, toujours à la recherche de main-d'œuvre. Des emplois simples, de longues heures, mais un travail honnête et légal. Zara et Seko acceptèrent avec gratitude. Ils travaillaient côte à côte 6 jours par semaine. Le travail était dur, mais satisfaisant. Ils gagnaient de l'argent, économisaient chaque centime possible et commençaient à planifier l'avenir, un vrai avenir. Plus seulement la survie, mais de véritables rêves et des objectifs concrets. 6 mois passèrent. Zara et Seko quittèrent la maison refuge pour emménager dans un minuscule appartement. Une seule pièce avec un coin cuisine et une salle de bain commune au bout du couloir. Mais c'était chez eux. Ils l'avaient loué avec leur propre argent et l'avaient meublé avec des objets d'occasion. Un matelas, une table, 2 chaises, une casserole et une poêle. Des choses simples, mais qui leur semblaient être des trésors. Parfois, Ara restait debout au milieu de la pièce, regardant autour d'elle, incapable de croire que tout cela était réel. Qu'elle avait un foyer, qu'elle ne fuyait plus, qu'elle n'avait plus faim, qu'elle n'avait plus peur. Seko la trouvait ainsi et l'entourait de ses bras.
Ils lui murmuraient que c'était réel, qu'ils avaient mérité cette vie, qu'ils la méritaient. Et elle le croyait. 1 an après avoir franchi la frontière, Seko demanda Ara en mariage. Ils étaient assis sur le toit de leur immeuble, regardant le soleil se coucher. Il n'avait pas de bague, pas de discours élaborés. Il dit simplement qu'il voulait passer sa vie avec elle, construire quelque chose ensemble, une famille, un foyer, un avenir. Zara dit oui immédiatement. Ils se marièrent une semaine plus tard. Une cérémonie simple dans une église locale. Nan était présente, ainsi que quelques collègues de travail et un prêtre qui les connaissait à peine. Pas de décoration, pas de vêtements élégants, seulement 2 personnes se faisant des promesses. Des promesses de s'aimer, de se protéger et de rester ensemble quoi qu'il arrive. Ce fut le jour le plus heureux de la vie de Zara. Bien plus précieux que n'importe quel luxe que Danjuma aurait pu lui offrir. Parce que ceci était réel. Mérité. C'était l'amour. 2 ans après avoir franchi la frontière, Ara découvrit qu'elle était enceinte. Elle l'annonça à Seko un matin avant le travail. Il la regarda fixement, puis la souleva et la fit tourner en riant. Ils allaient devenir parents. Ils étaient à la fois terrifiés et remplis d'enthousiasme. Ils se préparèrent avec soin, économisant davantage. Nan leur donna des vêtements de bébé que ses propres enfants ne portaient plus. Les collègues leur organisèrent une petite fête. Zara se sentit submergée par tant de bonté. Ces personnes qui la connaissaient à peine et la traitaient comme une membre de leur famille. Elle pensa à la vieille femme parmi les pasteurs, au père Msekinda, à Seko qui avait tout sacrifié, et à toute cette bienveillance qui lui avait sauvé la vie. Elle fit le serment de transmettre cette bonté, d'enseigner à son enfant à aider les autres, de ne jamais oublier d'où elle venait. Leur fille naquit un matin de pluie, minuscule et parfaite, avec les yeux de Seko et le menton obstiné de Zara. Ils l'appelèrent Adana, ce qui signifiait « la fille de son père » dans la langue de Seko, mais aussi « joyau précieux », bénédiction magnifique. Elle était tout cela à la fois. Zara la tint dans ses bras et se sentit complète pour la première fois depuis la mort de sa mère. Elle avait à nouveau une famille. Des personnes qui dépendaient d'elle, des personnes qu'elle protégerait au péril de sa vie. Elle murmura des promesses à la petite Adana endormie. La promesse qu'elle n'aurait jamais faim, qu'elle n'aurait jamais peur, qu'elle n'aurait jamais à fuir. Elle grandirait en sécurité, aimée et libre, avec des opportunités que Zara n'avait jamais eues, des choix et des chances, une vraie enfance, une vraie vie. 3 ans après avoir franchi la frontière, Seko ouvrit un petit restaurant. Seulement 4 tables et une cuisine minuscule. Mais c'était son rêve devenu réalité. Il cuisinait les plats que sa mère lui avait appris à préparer. Des recettes simples, faites avec soin. Le bouche à oreille fit son œuvre. Le restaurant devint populaire. Ils durent embaucher du personnel et ajouter des tables. L'entreprise grandit. Seko était heureux d'une manière que Zara n'avait jamais vue auparavant. Il rentrait à la maison imprégné d'odeurs d'épices et de fumée. Il lançait Adana en l'air, la faisant rire aux éclats. Il embrassait Ara et lui racontait sa journée. Les clients, les plats, les projets d'agrandissement. Zara travaillait aussi au restaurant, tenant la comptabilité et accueillant les clients. Ils étaient partenaires en tout, construisant ensemble quelque chose de bon et de durable. 4 ans après avoir franchi la frontière, ils reçurent une nouvelle. Danjuma avait été arrêté lors d'une grande opération policière à Lagos. De nombreuses accusations pesaient contre lui, trafic d'armes, blanchiment d'argent, meurtre. Il passerait le reste de sa vie en prison, voire ferait face à une exécution. La nouvelle venait du père Msekinda, qui continuait de prendre régulièrement de leurs nouvelles. Zara ressentit une émotion étrange en l'apprenant. Elle n'était pas exactement heureuse. Pas vraiment soulagée. Plutôt vide. Danjuma avait contrôlé sa vie pendant si longtemps, avait hanté ses cauchemars, et maintenant il n'était plus qu'un souvenir, fini. Elle réalisa qu'elle avait porté la peur de cet homme tout ce temps, craignant qu'il la retrouve et lui enlève tout. Désormais, cette peur pouvait enfin mourir. Elle pouvait être totalement libre. Elle pleura cette nuit-là, mais c'était de bonnes larmes, des larmes de guérison, de libération du passé. 5 ans après avoir franchi la frontière, ils achetèrent une maison. Petite, mais avec une cour où Adana pourrait jouer, et de la place pour un autre enfant. Ils attendaient cette fois un garçon. Ils peignirent les murs, plantèrent des fleurs, en firent un foyer.
Les voisins vinrent se présenter, apportant de la nourriture et des cadeaux de bienvenue. Ils étaient acceptés, intégrés à la communauté. Personne ne posa de questions sur leur passé. Personne ne se souciait de leur origine. Ils étaient simplement Seko et Zara. Le couple au bon restaurant, les voisins gentils, les parents aimants, des gens ordinaires menant une vie ordinaire. C'était bien plus que tout ce que Zara avait jamais osé rêver, bien plus que ce qu'elle pensait mériter. Et pourtant, c'était là, réel, solide et magnifique. Leur fils naquit en bonne santé et fort. Ils l'appelèrent Chika, un prénom qui signifiait « Dieu est suprême ». Un nom de gratitude, pour remercier la force, quelle qu'elle soit, qui les avait guidés à travers l'obscurité et conduits jusqu'à cet endroit, cette vie, ce bonheur. Adana adorait son petit frère. Elle pouvait rester des heures à le regarder dormir. Zara les observait tous les deux, ses enfants, en sécurité, nourris et aimés. Tout ce qu'elle n'avait pas été, tout ce pour quoi elle s'était battue. Elle pensait à la fille qu'elle avait été. Désespérée et affamée, embrassant un inconnu dans une ruelle, fuyant pour sauver sa vie. Cette fille lui semblait appartenir à quelqu'un d'autre, à une histoire lointaine. Et pourtant, elle était toujours là. À l'intérieur de Zara, lui rappelant d'être reconnaissante, d'être bienveillante, d'aider ceux qui, eux aussi, fuyaient et désespéraient. Le restaurant s'agrandit encore. Seko embauchait des réfugiés chaque fois qu'il le pouvait, des personnes nouvelles dans le pays, luttant pour trouver du travail. Il leur donnait une chance, leur enseignait des compétences, les payait honnêtement. Il se souvenait d'avoir été cette personne-là, désespérée à la recherche d'une opportunité, de quelqu'un qui croirait en lui. Zara commença à faire du bénévolat dans la maison refuge où ils avaient séjourné à leur arrivée, aidant Nan, désormais plus âgée et plus lente. Zara accueillait les nouveaux arrivants, leur donnait à manger et du réconfort, leur disait que tout irait bien, qu'ils étaient en sécurité maintenant, que la vie pouvait s'améliorer. Elle voyait son ancien reflet dans leurs yeux, la peur, l'épuisement, l'espoir fragile. Et elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour les aider à y croire, pour les aider à guérir. 6 ans après avoir franchi la frontière, ils retournèrent rendre visite à la famille de Seko. C'était la première fois depuis leur fuite. C'était risqué, mais Danjuma était en prison. Son organisation avait été démantelée. Ils décidèrent que c'était suffisamment sûr. Les retrouvailles furent joyeuses. La mère de Seko pleurait, riait et ne cessait de toucher leur visage. Elle n'en revenait pas de voir ses petits-enfants. La famille avait prospéré. Le village avait grandi. Tout semblait plus lumineux. Les frères de Seko posaient des questions sur le restaurant. Ses sœurs voulaient tout savoir de leur vie. Personne ne mentionna les hommes armés venus autrefois. Personne ne parla de la peur de la fuite. Seul le présent comptait. Seule la joie d'être ensemble. Ils restèrent 2 semaines, laissant leurs enfants courir librement dans le même enclos où Seko avait grandi, leur permettant d'apprendre la langue de leur père, leur culture, leurs racines. Le dernier jour de la visite, la mère de Seko prit Zara à part. Elle dit qu'elle savait que Zara avait sauvé son fils, lui avait donné un but et de l'amour, avait fait de lui l'homme qu'il devait devenir. Elle la remercia pour cela, pour les petits-enfants, pour le bonheur. Zara tenta de dire que c'était l'inverse, que Seko l'avait sauvé, mais sa belle-mère secoua la tête. Elle dit qu'ils s'étaient sauvés mutuellement. C'était ainsi que fonctionnaient les plus grands amours. 2 personnes qui s'élèvent l'une l'autre, se rendent meilleures, plus fortes, plus complètes. Elle bénit Zara, pria pour elle et dit qu'elle était fière de l'appeler sa fille. Zara se sentit acceptée comme elle ne l'avait plus été depuis la mort de sa propre mère. Membre d'une famille, partie d'un tout plus grand qu'elle-même. 7 ans après avoir franchi la frontière, Zara retourna à l'école. Des cours du soir pendant que Seko s'occupait des enfants. Elle n'avait jamais terminé ses études, savait à peine lire et écrire correctement, mais elle était déterminée. Elle voulait faire plus, aider davantage. Elle étudia le travail social, apprit les mécanismes du traumatisme et de la guérison, les systèmes et les ressources, et comment aider réellement les gens à reconstruire leur vie. Concilier le travail, les enfants et les études étaient difficiles, mais elle persévéra. Seko la soutenait totalement. Il la faisait réviser avant les examens, prenait en charge le restaurant pour qu'elle puisse étudier, lui disait combien il était fier d'elle, à quel point elle était incroyable et forte. Sa confiance en elle lui permit de croire en elle-même, de viser plus haut. 8 ans après avoir franchi la frontière, Zara obtint son diplôme.
Pas seulement la fin de ses études, elle fut diplômée avec mention. Elle porta la toge et le mortier, monta sur scène et reçut son certificat en travail social. Seko et les enfants étaient au premier rang, l'acclamant. Nadine était là. Le père Msekinda avait fait le déplacement. Même la vieille femme du peuple des pasteurs avait entendu la nouvelle et envoya un cadeau. Un bracelet de perles, symbole d'achèvement, de fin de voyage et de nouveau départ. Zara pleura pendant la cérémonie, des larmes de fierté et d'incrédulité. La fille des rues qui volait du pain, qui embrassait un inconnu pour se cacher de la police, qui courait pour sauver sa vie dans la brousse, se tenait désormais là, instruite, certifiée, prête à aider les autres professionnellement. La transformation semblait impossible et pourtant, elle était réelle. Elle obtint un emploi dans une organisation d'aide aux réfugiés, aidant les nouveaux arrivants à comprendre le système, trouver un logement, obtenir des documents, chercher du travail. Tout ce qui avait été fait pour elle, elle le faisait maintenant pour les autres. Elle était douée pour cela. Elle comprenait leurs peurs, leurs traumatismes, leur espoir désespéré. Elle pouvait les rejoindre là où ils en étaient et les guider avec patience et compassion. Ses bénéficiaires lui faisaient confiance comme ils ne faisaient confiance à personne d'autre, parce qu'elle était passée par là. Elle savait qu'elle n'était pas simplement une employée faisant son travail. Elle était une survivante aidant d'autres survivants. Cela donnait à son travail un sens profond, un but au-delà de l'argent. Elle avait l'impression de rembourser enfin toute la bonté qu'elle avait reçue. 9 ans après avoir franchi la frontière, ils ouvrirent un deuxième restaurant. Celui-ci embauchait et formait spécifiquement des réfugiés, leur donnait des compétences et les aidait à devenir autonomes. C'était à la fois une entreprise et une œuvre solidaire. Les bénéfices suffisaient à le maintenir tout en changeant des vies. De jeunes personnes qui n'avaient rien apprenaient à cuisiner, à servir les clients, à assumer des responsabilités, puis partaient vers d'autres emplois, de meilleures opportunités, entamant leur propre chemin vers la stabilité et le bonheur. Seko et Zara les regardaient grandir, se transformer. C'était la chose la plus gratifiante qu'ils aient jamais accomplie. Mieux que l'argent, mieux que le succès. Ils savaient qu'ils brisaient des cycles, créaient des opportunités et donnaient de l'espoir comme d'autres l'avaient fait pour eux. 10 ans après avoir franchi la frontière, ils retournèrent à Lagos pour une simple visite, pour mesurer le chemin parcouru. La ville semblait la même, bondée, bruyante, chaotique. Mais Zara se sentait différente. Elle n'avait plus peur, ne se sentait plus petite. Elle était forte désormais. Elle avait construit une vie. Elle avait une famille, une éducation, un but. Lagos ne la possédait plus. Elle traversa le marché où elle avait autrefois volé du pain. L'étal avait disparu. D'autres vendeurs étaient là. Personne ne la reconnut. Elle était une étrangère dans son propre passé. Elle retrouva la ruelle où elle avait embrassé Danjuma. Elle lui parut plus petite qu'elle ne s'en souvenait, moins effrayante, simplement un passage étroit entre des bâtiments. Rien de spécial, rien qui méritait les cauchemars qu'elle lui avait causés. Elle resta là et ressentit une forme de clôture. Ce chapitre était terminé. Fini. Elle avait survécu et plus que survécu. Elle avait prospéré. Ils rendirent visite au père Msekinda dans sa mission. Il était très vieux maintenant, se déplaçait lentement, mais ses yeux pétillaient toujours. Il les serra dans ses bras comme des enfants perdus revenus à la maison. Il voulait tout savoir, voir des photos des petits-enfants. Oui, corrigea Zara, simplement des enfants. Il rit et dit qu'à son âge, tout le monde était un petit enfant. Ils passèrent des heures à parler, partager des histoires, rire, pleurer un peu. Le père Msekinda dit qu'il était fier, qu'ils avaient accompli exactement ce qu'il espérait. Construire de bonnes vies, aider les autres, devenir le genre de personnes qui rendent le monde meilleur. Il dit que c'était là tout le sens. Non seulement survivre, mais se transformer, transformer la souffrance en sagesse, la douleur en compassion, la peur en courage. Ils avaient fait cela. Ils étaient la preuve vivante que la bonté existait. Que l'espoir avait de l'importance, que l'amour comptait. Avant de quitter Lagos, Zara fit une dernière chose. Elle retrouva Ba, l'homme du port qui s'était moqué d'elle, l'avait traité d'enfant. Il ne fut pas difficile à localiser. Il était en prison, purgant sa peine pour son lien avec l'organisation de Danjuma. Elle organisa une visite. Quand il la vit, il ne la reconnut pas immédiatement. Puis ses yeux s'écarquillèrent. La fille de cette nuit-là, celle qui avait fui,
celle dont l'échec avait contribué à faire tomber toute l'opération. Il s'attendait à de la colère, peut-être à une vengeance. Mais Zara le regarda simplement, calmement. Elle lui dit qu'elle lui pardonnait. Elle le remercia même, car sa cruauté l'avait mise sur un chemin difficile, douloureux, mais qui avait mené à quelque chose de beau, à la croissance, à l'amour et à un but. Sans cette nuit, elle n'aurait pas la vie qu'elle avait maintenant. La famille, le travail, le sens. Alors elle lui pardonna et espéra qu'un jour, lui aussi, trouverait son propre chemin vers quelque chose de meilleur. Ba la regarda à travers la vitre de la prison. Il ne dit rien, mais des larmes coulèrent sur son visage. Zara repartit légère, déchargée. Elle n'avait plus de haine, plus d'amertume, seulement de la gratitude pour le voyage, même pour les moments douloureux, surtout pour eux, car ils avaient fait d'elle ce qu'elle était. Forte, compatissante, résiliente. Elle pensa aux paroles de la vieille femme. Les étrangers ne sont que des amis que vous n'avez pas encore rencontrés. Le mal existe, mais le bien immense aussi. Il suffit de le chercher, de l'accepter, et de le transmettre. C'était le secret. C'était ainsi qu'on survivait et qu'on restait humain. En se souvenant de la bonté, même lorsque le monde était cruel. En choisissant l'amour, même lorsque la peur semblait plus logique. Ils retournèrent auprès de leurs enfants, de leur restaurant, de leur travail, de leur communauté. La vie suivait son rythme magnifique et ordinaire. Adana commença l'école, excellente dès le départ, curieuse et brillante. Chika devint un tout petit bruyant, toujours en train de rire, toujours en train d'explorer. Les restaurants prospérèrent. D'autres réfugiés passèrent par là, devenant des employés compétents. La charge de travail de Zara augmenta, plus de personnes à aider, plus d'histoires à entendre, plus de vies à toucher. Seko et Zara se couchaient le soir, épuisés mais heureux. Ils parlaient de leur journée, des défis, des petites victoires, des moments de connexion, et se tenaient la main, reconnaissants. Tellement reconnaissants l'un envers l'autre, envers leurs enfants, envers la vie qu'ils avaient construite à partir de rien, à partir du désespoir, d'un baiser dans une ruelle sous la pluie, de la peur et de la fuite, et de la foi qu'au loin les attendait quelque chose de meilleur. Pour leur 10e anniversaire, ils retournèrent à la frontière, l'endroit où le traître les avait déposés, où ils s'étaient sentis en sécurité pour la première fois. Ils se tinrent là, main dans la main, se souvenant de ce jour, de leur peur, de leur incertitude, de n'avoir rien d'autre que l'un l'autre. Seko dit qu'ils n'avaient toujours rien d'autre que l'un l'autre. Tout le reste n'était que décor. Zara rit et dit « Non, maintenant nous avons tellement plus. » Mais elle comprenait ce qu'il voulait dire. Au fond, c'était toujours juste deux. Deux personnes qui s'étaient choisies, qui avaient affronté les ténèbres ensemble et en étaient sorties, qui avaient construit quelque chose de beau à partir de morceaux brisés. C'était la fondation. Tout le reste s'élevait à partir de cela. L'amour d'abord, puis tout le reste. Toujours l'amour en premier. Ils renouvelèrent leurs vœux là, à la frontière. Pas de prêtre, pas de témoins, juste d'eux et le soleil couchant. Ils prononcèrent des mots qu'ils avaient eux-mêmes écrits. Promesse de continuer à se choisir, de continuer à construire ensemble, de ne jamais oublier leurs origines, d'aider toujours les autres, d'élever leurs enfants avec compassion et courage, de vivre pleinement et avec gratitude chaque jour. Parce qu'ils savaient combien la vie était fragile, combien tout pouvait changer rapidement. Un instant, vous fuyez pour sauver votre vie. L'instant d'après, vous êtes au soleil, promettant l'éternité. Les deux moments sont également réels, également importants. Il faut les garder tous les deux. Se souvenir des ténèbres pour apprécier la lumière. Ne jamais oublier la lutte pour ne jamais tenir la paix pour acquise. Les années passèrent. Adana devint enseignante, inspirée par la transformation de sa mère grâce à l'éducation, voulant aider d'autres enfants à apprendre et à grandir. Chika devint chef, apprenant auprès de son père mais y ajoutant sa propre créativité, sa propre vision. Les deux enfants grandirent en connaissant l'histoire de leurs parents, en sachant ce qu'ils avaient survécu. Cela les rendit compatissants. Cela leur fit comprendre que chacun a une histoire, que chacun mène des combats invisibles. Cela les rendit gentils, généreux avec leurs privilèges, déterminés à utiliser leurs avantages pour aider les autres. Zara et Seko regardaient leurs enfants devenir exactement le type d'humain dont le monde avait besoin. Et ils savaient qu'ils avaient fait quelque chose de juste. Contre toute attente, malgré tout, ils avaient élevé de bonnes personnes. C'était leur plus grande réussite.
Les restaurants devinrent des lieux emblématiques. Des endroits connus pour leur bonne nourriture, oui, mais surtout pour la communauté qu'ils avaient créée. Les réfugiés y trouvaient famille, acceptation, opportunité. Des histoires se racontaient, des personnes ayant commencé à faire la vaisselle, ayant travaillé dur, appris, ouvert leur propre entreprise, amené leur famille de la danger à la sécurité, continuant le cycle de l'aide. Les restaurants n'étaient pas seulement des commerces. Ils étaient des mouvements. La preuve que la bonté se multiplie, qu'un acte de gentillesse peut se propager et toucher des vies de manière incommensurable. Seko se tenait parfois dans sa cuisine, cuisinant les plats que sa mère lui avait appris, et pensait au moment où il avait sauvé cette fille désespérée dans une ruelle. Comment ce seul choix avait mené à tout cela, à tout, à sa vie entière et magnifique. Zara s'asseyait dans son bureau à l'organisation pour réfugiés, écoutant une famille nouvellement arrivée raconter son histoire, sa peur, sa fuite, son espoir, et elle se voyait elle-même, jeune et effrayée, debout dans le bureau du père Msekinda, buvant de la soupe, apprenant à faire confiance à nouveau. Elle tendait la main par-dessus le bureau, prenait leurs mains et prononçait les mots qu'elle avait eu besoin d'entendre à l'époque. Vous êtes en sécurité maintenant. Vous n'êtes pas seul. C'est difficile, mais vous allez vous en sortir. Vous allez construire une nouvelle vie. Vous retrouverez le bonheur. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas bientôt, mais il viendra. Je vous le promets. Parce que j'étais vous. Et regardez-moi maintenant. Si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Les familles la regardaient, voyaient la vérité dans ses yeux, sa compréhension sincère, et elles croyaient, juste un peu, juste assez pour faire le pas suivant. Les soirs calmes, Zara et Seko s'asseyaient sur leur porche, regardant le coucher de soleil sur leur petit jardin, les enfants jouant au loin, l'odeur du jasmin venant du jardin, tout paisible et doré. Seko se tournait vers Zara, étudiait son visage, toujours beau, encore plus beau maintenant en fait. L'âge avait ajouté du caractère, de la sagesse, de la profondeur. Il disait qu'il était l'homme le plus chanceux du monde. Ce baiser dans la ruelle avait été son destin, son salut. Zara riait et disait qu'elle était la chanceuse. Il lui avait sauvé la vie, lui avait tout donné. Ils se chamaillaient amicalement pour savoir qui était le plus chanceux jusqu'à ce qu'ils s'accordent à dire qu'ils étaient tous les deux chanceux. Deux personnes se trouvant dans des circonstances impossibles, contre toute attente. Deux personnes qui avaient été exactement ce dont l'autre avait besoin, exactement au moment où il en avait besoin. Ce n'était pas de la chance. C'était la grâce. C'était l'univers conspirant pour le bien. C'était l'amour. 20 ans après ce baiser dans la ruelle sous la pluie, Ara se tenait à un podium, parlant lors d'une conférence pour travailleurs humanitaires, racontant son histoire à une salle pleine de personnes. Elle parlait du désespoir, de la bonté des inconnus, du choix de l'espoir quand la logique disait d'abandonner, de la construction de quelque chose de beau à partir du traumatisme. Sa voix était forte, confiante. La fille effrayée qui pouvait à peine parler avait disparu. À sa place se tenait une femme qui avait trouvé sa voix, qui l'utilisait pour défendre, inspirer, changer les systèmes et les politiques, rendre le monde un peu meilleur, un peu plus gentil. L'audience écoutait. Quand elle eut fini, les gens se levèrent et applaudirent. Beaucoup pleuraient. Après être descendus de scène, des dizaines de personnes vinrent la voir, la remercièrent, racontèrent leurs propres histoires, demandèrent des conseils, créèrent des liens, bâtirent des réseaux, provoquant plus d'ondes, plus de changements, plus de bonté se répandant autour. C'était ce que sa vie était devenue, ce but, ce sens. Tout cela à partir d'un baiser désespéré, de la gentillesse d'un inconnu, d'un choix de continuer à se battre, à espérer, à croire que quelque part, au bout du chemin, l'obscurité finirait et que la lumière surgirait enfin. Et elle était venue. La lumière était venue. Pas toute d'un coup, pas facilement, mais elle était venue. Elle était là. Dans les rires de ses enfants, dans les bras de Seko, dans les visages des personnes qu'elle avait aidées, dans les odeurs du restaurant, les fleurs du jardin, les couleurs du coucher de soleil, dans chaque petit moment de paix, de joie et de connexion. La lumière était partout. Il fallait juste survivre assez longtemps pour la voir. C'était son message. Survivre, se battre, espérer, s'entraider. L'obscurité est réelle, mais temporaire. La lumière est réelle et éternelle. Il suffit de continuer à avancer vers elle, un pas à la fois, un jour à la fois, un acte de gentillesse à la fois, jusqu'à ce qu'on se rende compte soudain que l'on se tient dans la lumière du soleil. On est chez soi. On est en sécurité.
On est aimé. On a réussi, contre toute attente, toute logique et toute peur. On a survécu et plus encore. On est devenu exactement la personne que l'on était destiné à être. Marquer mes forts, briser mes beaux, éprouver mes triomphants, vivant, reconnaissant et complètement libre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire. Si elle a touché votre cœur, abonnez-vous, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez. Des histoires comme celle-ci doivent être entendues. Elles nous rappellent que peu importe l'obscurité, il y a toujours de l'espoir, toujours une chance de changement, toujours une possibilité d'avenir. Commentez ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. New York, Afrique du Sud, Royaume-Uni, Canada, Jamaïque, partout dans le monde. Nous voulons vous entendre. Partagez vos propres histoires de survie et d'espoir. Connectez-vous avec les autres. Construisez une communauté parce que nous sommes tous ensemble dans ce combat, tous en train d'espérer, tous travaillant pour des jours meilleurs. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous d'être gentil avec les inconnus. On ne sait jamais quelle vie on pourrait sauver. On ne sait jamais quel miracle on pourrait devenir. Restez bénis et continuez à croire. Au revoir pour l'instant.